Un homme d'affaires commence à douter des intentions de sa jeune fiancée lorsqu'il remarque son obsession pour l'argent. Pour découvrir la vérité, il simule une crise cardiaque et observe la froideur choquante de la femme qui prétendait l'aimer. Mais c'est la réaction désespérée de sa fidèle employée qui révèle où se trouvait le véritable amour depuis toujours. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous. Et dites-nous depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Robert Dubois ajusta le nœud de sa cravate italienne tout en observant par la fenêtre panoramique de son bureau au 23e étage. La vue sur le quartier d'affaires de la Défense à Paris s'étendait devant ses yeux comme un échiquier où chaque mouvement avait été calculé avec la précision qu'il avait transformé d'un garçon pauvre de la banlieue de Clichy-sous-Bois en l'un des entrepreneurs les plus respectés du pays. À 52 ans, Robert avait bâti un empire dans le secteur de la technologie, valant plus de 200 millions d'euros, mais en cette fin d'après-midi de jeudi, le succès financier ne parvenait pas à calmer l'inquiétude qui grandissait dans sa poitrine comme une ombre persistante. Cela faisait 3 mois que de petits détails s'accumulaient dans son esprit, formant un puzzle qu'il préférait ne pas assembler, mais qui insistait pour se compléter de lui-même. Isabelle Chevalier, sa fiancée de 29 ans, avait subtilement changé depuis qu'ils avaient officialisé leur fiançailles. Au début, Robert attribuait ces changements à l'anxiété naturelle qui précède un mariage, surtout compte tenu de la différence d'âge et de position sociale entre eux. Isabelle était diplômée en administration de HEC Paris, possédait une beauté raffinée qui attirait l'attention dans n'importe quel environnement et une intelligence vive qui l'avait initialement conquis. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif à l'hôtel Negresco, au cours d'un voyage d'affaires à Nice, elle travaillait comme consultante dans une entreprise de taille moyenne et menait une vie confortable, mais loin du luxe qui entourait Robert. Ce qui l'avait le plus attiré chez elle, c'était précisément cela. Isabelle n'avait montré aucun intérêt immédiat pour sa fortune. Au contraire, c'est elle qui avait insisté pour partager les additions lors des premiers rendez-vous, qui avait refusé d'accepter des cadeaux coûteux et qui préférait des sorties simples comme des promenades au parc ou des dîners dans des restaurants discrets. Robert, habitué aux femmes qui s'approchaient de lui clairement intéressées par son argent, fut véritablement charmé par cette attitude. Pour la première fois depuis des années, il se sentit aimé pour qui il était, non pour ce qu'il possédait. La demande en mariage eut lieu 6 mois plus tard, par une nuit de pluie fine, sur le balcon de son appartement à Saint-Germain-des-Prés. Pas de grande mise en scène ni de restaurants étoilés au Michelin. Robert s'était simplement agenouillé avec une alliance discrète et lui avait demandé si elle voulait partager le reste de sa vie avec lui. Isabelle avait pleuré, dit oui, et il s'était longuement étreint tandis que la pluie tambourinait sur la verrière au-dessus d'eux. Ce fut l'un des moments les plus authentiques que Robert ait connus depuis des décennies. Mais quelque chose commença à changer après que la nouvelle des fiançailles se fut répandue dans les cercles sociaux de Paris. Isabelle, qui évitait auparavant le sujet de l'argent comme s'il était embarrassant, se mit à manifester une curiosité croissante pour les affaires de Robert. D'abord, ce furent des questions apparemment innocentes pendant le dîner. Comment fonctionnait le marché boursier, s'il était vrai qu'il avait investi dans les crypto-monnaies, si son entreprise se portait vraiment aussi bien que le disaient les magazines. Robert répondit de bonne grâce, heureux de partager son monde avec celle qu'il aimait. Mais les questions devinrent plus spécifiques et fréquentes. Isabelle voulait en savoir plus sur les comptes bancaires, sur la manière dont il organisait ses investissements, s'il avait donné procuration à d'autres personnes, comment fonctionnait la gestion de son patrimoine. Lorsque Robert mentionna nonchalamment qu'il avait un conseiller financier, elle insista pour le rencontrer. Quand il parla d'un placement qui avait rapporté un bon rendement, elle demanda des détails sur les montants et les pourcentages. Quand il dit qu'il pensait acheter un appartement sur la Côte d'Azur, elle voulut immédiatement savoir s'il le mettrait à leurs 2 noms. Robert tenta d'ignorer le malaise qu'il ressentait. Après tout, ils allaient se marier, il était naturel qu'elle s'intéresse aux finances de son futur mari. Mais il y avait quelque chose dans l'intensité de cet intérêt qui ne lui semblait pas normal. Isabelle ne posait pas de questions sur ses rêves pour l'avenir, sur ses projets personnels, sur ce qui le rendait heureux. Ses questions tournaient toujours autour des chiffres, des valeurs, du patrimoine.
La semaine précédente, elle avait suggéré qu'ils aillent ensemble chez le notaire pour organiser les papiers du mariage. Lorsque Robert mentionna qu'il souhaitait faire un contrat de mariage, non par méfiance, mais sur la recommandation de son avocat, Isabelle réagit de manière surprenante, non pas avec du chagrin ou de la tristesse, comme il s'y attendait, mais avec une froideur calculatrice qui le déconcerta. Elle dit qu'elle comprenait parfaitement que c'était en effet plus prudent et commença immédiatement à poser des questions techniques sur le fonctionnement de ce type de document. C'est à ce moment-là que Robert réalisa que cela faisait des semaines qu'ils n'avaient pas parlé de banalité, de sentiments, de l'avenir qu'ils construiraient ensemble en tant que couple. Toutes les conversations d'Isabelle, d'une manière ou d'une autre, finissaient par aborder le sujet financier. Elle voulait connaître la santé financière de l'entreprise, ses investissements, ses propriétés, ses assurances-vie. Quand il tentait de changer de sujet, elle trouvait rapidement un moyen de revenir au thème. 3 jours auparavant, Robert avait remarqué qu'Isabelle était évasive avec son téléphone. Elle, qui répondait autrefois aux appels devant lui, s'éloignait maintenant toujours pour parler. Un matin, alors qu'elle prenait sa douche, son téléphone portable sonna avec insistance sur la table de chevet. Robert regarda l'écran et vit le nom « Maître Augustin Moreau » clignoter. Il connaissait ce nom. Augustin Moreau était l'un des avocats les plus célèbres de Paris, spécialiste des divorces millionnaires et du partage des biens. Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais se contrôla pour ne pas faire de scène. Quand Isabelle sortit de la salle de bain, il mentionna nonchalamment que le téléphone avait sonné. Elle regarda l'écran, devint légèrement tendue et dit que c'était au sujet d'un problème de droit du travail d'une amie qui demandait une recommandation d'avocat. À partir de ce jour, Robert commença à observer Isabelle avec d'autres yeux. Il remarqua qu'elle évitait les démonstrations spontanées d'affection, que ses paroles tendres sonnaient comme apprises par cœur, que ses sourires n'atteignaient pas ses yeux. Il réalisa qu'elle ne demandait jamais comment s'était passée sa journée au travail, s'il était préoccupé par quelque chose, s'il avait besoin de soutien émotionnel. En revanche, elle savait par cœur combien d'entreprises il possédait, quelle était la cotation approximative de ses actions et même des détails sur son testament, un sujet qu'elle avait abordé de manière apparemment désinvolte lors d'un déjeuner dominical. Cet après-midi-là, alors qu'il organisait des documents dans son bureau personnel, Robert trouva une note qu'il avait oubliée dans un vieil agenda. C'était un message de Constance Leroy, la femme qui travaillait comme gouvernante chez lui depuis 12 ans. Le mot disait simplement « Monsieur Robert, Madame Isabelle a touché à vos papiers sur le bureau quand vous êtes sorti pour répondre au téléphone. J'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Avec toute mon affection, Constance. » Le message datait de 2 semaines. Robert se souvint vaguement de la situation. Il avait laissé Isabelle seule dans le salon pendant qu'il répondait à un appel urgent de travail dans le jardin. Quand il était revenu, elle feuilletait un magazine, apparemment détendue. Mais Constance, avec son regard attentif de celle qui connaissait chaque recoin de cette maison, avait perçu quelque chose qui lui avait échappé. Constance Leroy était plus qu'une employée pour Robert. Elle était arrivée chez lui alors qu'il construisait encore son empire, quand l'entreprise n'était composée que de lui et de 2 associés travaillant 16 heures par jour. À cette époque, Robert avait à peine assez d'argent pour lui payer un salaire décent, mais Constance avait accepté de travailler pour une somme symbolique parce qu'elle croyait en son potentiel. Elle avait vu la croissance de l'entreprise, les nuits blanches, les moments de désespoir où tout semblait voué à l'échec, les petites victoires qui s'étaient accumulées jusqu'à devenir le succès d'aujourd'hui. Plus que cela, Constance connaissait Robert en tant que personne. Elle savait qu'il envoyait de l'argent chaque mois à un orphelinat de Clichy-sous-Bois où il avait grandi, savait qu'il payait les études de 3 jeunes défavorisés sans que personne ne le sache, savait qu'il visitait discrètement des maisons de retraite et des hôpitaux en laissant des dons anonymes. Robert ne parlait jamais de ces choses, mais Constance observait tout avec la discrétion et l'affection de quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. C'était Constance qui remarquait quand il était inquiet, qui préparait son thé préféré lors des nuits difficiles, qui s'assurait qu'il n'oubliait pas de manger quand il était trop concentré sur son travail. C'était elle qui connaissait ses goûts, ses manies, ses peurs. Quand Robert avait eu une pneumonie il y a 3 ans et avait dû rester au repos pendant 2 semaines,
C'est Constance qui avait pris soin de lui comme une mère prend soin de son fils, ignorant complètement ses protestations selon lesquelles elle n'avait pas besoin de le faire. Maintenant, tenant ce petit mot entre ses doigts, Robert réalisa que peut-être la seule personne qui se souciait vraiment de son bien-être était précisément celle qui bénéficiait le moins de sa richesse. Constance gagnait un salaire juste, avait tous ses droits en règle, mais n'avait jamais rien demandé de plus. Jamais elle n'avait suggéré d'augmentation, jamais elle n'avait commenté la différence entre sa vie simple et le luxe qui l'entourait chez Robert. Elle faisait simplement son travail avec dévouement et manifestait une affection sincère qui ne dépendait d'aucune contrepartie financière. Robert rangea le mot dans son portefeuille et resta quelques minutes à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. La ville en bas grouillait avec le trafic de fin de journée, mais il enregistrait à peine le mouvement. Son esprit était occupé à essayer de comprendre comment il en était arrivé là. Fiancé à une femme qui ne l'aimait peut-être que pour son argent, entouré de gens qui s'approchèrent de lui par intérêt, mais avec une seule personne authentique dans sa vie, étant justement celle qui s'occupait de sa maison, avec la simplicité de celle qui n'attendait rien en retour, si ce n'est le respect et la considération. Il pensa aux dernières semaines, aux petits gestes qu'il avait ignorés. Comment Isabelle changeait toujours de sujet quand il essayait de parler de sentiments, comment elle évitait le contact physique spontané, mais se montrait affectueuse en présence d'autres personnes. Comment elle n'avait jamais montré un réel intérêt pour son histoire de vie, pour ses luttes, pour ses peurs, mais connaissait par cœur des détails sur ses investissements qu'il devait lui-même consulter pour s'en souvenir. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Marc Lefebvre, son meilleur ami depuis l'université et associé minoritaire de l'entreprise. « Robert, il faut que je te parle en personne. C'est à propos d'Isabelle. » Le cœur de Robert s'emballa, mais il garda une voix contrôlée. « Qu'est-ce qui se passe, Marc? Il vaut mieux qu'on en parle en personne. Je peux passer chez toi tout à l'heure. C'est important. Bien sûr, je serai à la maison vers 20h. » Robert raccrocha le téléphone avec une sensation étrange dans l'estomac. Marc n'était pas du genre à faire des histoires pour rien. S'il était suffisamment inquiet pour demander une conversation personnelle au sujet d'Isabelle, c'est qu'il avait découvert quelque chose de sérieux. Pendant le trajet jusqu'à son domicile, Robert se permit d'envisager pour la première fois la possibilité que ses soupçons ne soient pas que de la paranoïa, et si Isabelle n'était vraiment intéressée que par son argent, et si toute cette relation n'était qu'une mise en scène élaborée. L'idée le rendit à la fois furieux et profondément triste. Furieux de la trahison, mais triste parce que cela signifierait que, une fois de plus, il s'était trompé sur quelqu'un. Quand il arriva à l'appartement, Constance était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle le salua avec le sourire discret et chaleureux de toujours. « Bonsoir, monsieur Robert. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. Madame Isabelle a appelé pour dire qu'elle arriverait plus tard ce soir. »« Merci, Constance. Marc va passer tout à l'heure pour discuter. Pouvez-vous nous préparer du café ?»« Bien sûr. Monsieur, je vais tout préparer. » Robert alla dans la chambre pour se changer, mais s'arrêta d'abord devant la coiffeuse, où Isabelle avait l'habitude de laisser ses affaires. Tout était parfaitement organisé. Maquillage de luxe, parfums importés, bijoux qu'il lui avait offerts. Mais il y avait quelque chose de froid dans cet arrangement, quelque chose qui ne transmettait pas l'intimité de quelqu'un qui vivait vraiment là, qui se sentait chez soi. Cela ressemblait plus à l'organisation d'une personne de passage, veillant à ce que tout reste impeccable, jusqu'au moment de partir. Robert secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Peut-être était-il injuste, peut-être que ses insécurités créaient des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais quand il vit son reflet dans le miroir de la coiffeuse, il réalisa que ses yeux portaient une tristesse qu'il ne pouvait plus cacher, même à lui-même. Robert se servait un verre de whisky lorsque la sonnette retentit. Marc Lefebvre entra dans l'appartement avec un air grave que Robert n'avait pas vu depuis des années, depuis qu'ils avaient affronté ensemble la crise financière de 2008 qui avait failli détruire l'entreprise. Marc était un homme de 49 ans, marié depuis 23 ans à Hélène, père de 2 enfants déjà adultes, et il possédait cette honnêteté brutale que seuls les vrais amis peuvent avoir. « Constance, bonsoir, comment allez-vous » Marc salua la gouvernante avec le respect sincère qu'il témoignait toujours, quelle que soit la position sociale des gens. « Très bien, monsieur Marc, merci.
Je vais chercher le café pour messieurs. » Les deux hommes se dirigèrent vers le bureau personnel de Robert, une pièce chaleureuse avec des étagères remplies de livres, des tableaux qui racontaient l'histoire de son ascension professionnelle et un bureau en acajou où ils avaient signé les premiers contrats de l'entreprise des décennies auparavant. Marc ferma la porte derrière lui, un geste qui n'échappa pas à Robert. « C'est vraiment sérieux, n'est-ce pas ?» Robert servit un whisky à son ami, qui accepta sans hésiter. « Malheureusement, oui, Robert. Et crois-moi, j'espérais me tromper. » Marc prit une gorgée et respira profondément. Mardi dernier, Hélène déjeunait avec ses amis au restaurant des Galeries Lafayette quand elle a vu Isabelle arriver seule. Elle allait la saluer, mais elle a remarqué qu'Isabelle ne l'avait pas vue et qu'elle était visiblement nerveuse, regardant son téléphone à tout moment, comme si elle attendait quelqu'un. Robert s'assit dans le fauteuil, en cuir qu'il occupait habituellement pour lire avant de dormir, mais à ce moment-là, il avait l'impression d'être jugé par un tribunal invisible. Chaque mot de Marc sonnait comme une preuve contre la femme qu'il avait promis d'aimer pour le reste de sa vie. Après environ 15 minutes, un homme élégant d'une 60aine d'années s'est approché de sa table. Hélène l'a reconnu tout de suite. C'était Augustin Moreau, ce fameux avocat connu pour s'occuper des divorces de gens riches. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure et Hélène a dit qu'Isabelle avait un dossier plein de papiers, lui montrant des documents. Robert sentit son estomac se nouer. Le nom de maître Augustin Moreau sur le téléphone d'Isabelle n'était pas une coïncidence. Il ne s'agissait pas d'un problème de travail d'une amie. Il s'agissait de lui, du mariage, de l'argent. Hélène a-t-elle réussi à entendre quelque chose de la conversation? Pas directement, mais elle a dit qu'Isabelle gesticulait beaucoup, semblait anxieuse, et à un moment donné, elle a pris son téléphone et a montré quelque chose à l'écran à l'avocat. Hélène a trouvé ça étrange parce que tu n'as jamais mentionné qu'Isabelle avait des problèmes juridiques. Ensuite, quand elle m'en a parlé, j'ai commencé à faire le lien avec d'autres choses que j'avais observées. Quelles autres choses? La voix de Robert sortit plus tendue qu'il ne l'aurait souhaité. Marc se leva et commença à arpenter le bureau, comme il le faisait lorsqu'il organisait ses pensées avant de présenter un rapport important aux investisseurs. C'était une habitude que Robert connaissait bien et qui indiquait qu'il y avait bien plus à révéler. Tu te souviens quand tu as mentionné qu'Isabelle était intéressée par la rencontre de ton conseiller financier? J'ai trouvé ça normal à l'époque, mais ensuite j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Lors des dernières soirées où nous sommes allés, elle posait des questions très spécifiques sur les investissements, sur la manière dont tu organisais ton patrimoine, sur la succession d'entreprises. Ce n'étaient pas des questions de curiosité amoureuse, Robert. C'étaient des questions techniques, comme si elle collectait des informations. Robert prit une autre gorgée de whisky, sentant le liquide lui brûler la gorge. Chaque révélation de Marc confirmait des soupçons qu'il tentait d'ignorer depuis des semaines. À la fête d'anniversaire d'Henri Bastien, le mois dernier, je parlais avec des gens du nouveau projet de l'entreprise quand Isabelle s'est approchée. Elle voulait savoir des choses sur la participation actionnariale, sur le fonctionnement de la distribution des bénéfices, sur ce qu'il advient des parts d'un associé lorsqu'il se marie. Henri a même plaisanté plus tard en disant que ta fiancée en savait plus sur le droit des sociétés que la plupart des avocats qu'il connaît. Mon Dieu, Marc, comment ai-je pu être aussi aveugle? Robert passa les mains dans ses cheveux, ressentant un mélange de colère et de déception qui le rendait physiquement nauséeux. Tu n'as pas été aveugle, Robert, tu as fait confiance, et il n'y a rien de mal à cela. Le problème, ce n'est pas toi, c'est elle. Marc se rassit, rapprochant sa chaise du fauteuil de son ami. Mais il y a plus. J'ai fait une petite enquête de mon côté. Comment ça? Tu sais que j'ai des contacts dans plusieurs secteurs. J'ai demandé à une connaissance qui travaille dans le système bancaire de vérifier discrètement quelques informations sur Isabelle. Rien d'illégal, juste des informations publiques sur son historique de crédit, ses mouvements financiers généraux. Robert le fixa, se préparant à entendre quelque chose qu'il ne voulait peut-être pas savoir. Elle a des dettes, Robert. Beaucoup de dettes. Carte de crédit au plafond depuis plus de 2 ans. Un crédit auto en retard, un prêt personnel avec des taux d'intérêt élevés. Le cabinet de conseil où elle travaillait a licencié la moitié de ses employés il y a 6 mois, y compris elle. Elle est au chômage depuis 6 mois et ne te l'a pas dit.
Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit discret de la ville au dehors. Robert avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Isabelle au chômage depuis 6 mois. Mais elle sortait tous les matins, parlait de réunions de travail, mentionnait des collègues et des projets. Tout était un mensonge, une mise en scène. Comment est-ce possible que je n'ai rien remarqué? Parce que tu voulais y croire, Robert. Et parce qu'elle est très douée dans ce qu'elle fait. Marc se pencha en avant, parlant avec la douceur de celui qui doit communiquer une vérité douloureuse. D'après ce que j'ai découvert, elle a un mode opératoire. Ce n'est pas la première fois. Comment ça, un mode opératoire? Avant toi, elle est sortie avec un entrepreneur du secteur immobilier à Lyon. Leur relation a duré 8 mois, ils ont rompu quand il a découvert qu'elle essayait d'inclure son nom sur l'acte de propriété d'un appartement qu'il allait acheter. Avant ça, elle a eu une liaison avec un chirurgien plasticien ici à Paris. Ça s'est aussi terminé quand sa famille a commencé à se méfier de ses intentions. Robert ferma les yeux, ressentant une douleur qui n'était pas physique, mais qui semblait briser quelque chose à l'intérieur de sa poitrine. Tout ce qu'il avait vécu avec Isabelle au cours des derniers mois était en train d'être recontextualisé, transformé d'une histoire d'amour en une escroquerie élaborée. Les sourires, les gestes affectueux, les mots doux, les promesses d'avenir, tout était calculé, tout était faux. J'ai besoin d'être sûr, Marc. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche ou de l'apprendre sur le fait. Je ne peux pas mettre fin à une relation en me basant uniquement sur des soupçons, aussi fondés soient-ils. Je comprends. Mais comment comptes-tu faire? À ce moment, Constance frappa discrètement à la porte et entra avec un plateau contenant du café fraîchement préparé, quelques pâtisseries maison et des serviettes en tissu repassé. Elle posa le tout sur la table d'appoint avec la précision silencieuse de celle qui faisait cela depuis des années. Mais Robert remarqua qu'elle prit quelques secondes de plus que d'habitude, comme si elle pressentait la gravité de la conversation. « Merci, Constance, c'est délicieux comme toujours. »« C'est moi qui vous remercie, monsieur Robert. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, je serai dans la cuisine pour finir de ranger. » Quand elle sortit, Robert resta à regarder la porte fermée pendant quelques instants. Constance connaissait cette maison mieux que quiconque. S'il y avait quelque chose de suspect dans le comportement d'Isabelle, elle l'aurait certainement remarqué. « Marc, tu te souviens quand j'ai eu cette pneumonie il y a quelques années? Bien sûr, j'étais inquiet. Pourquoi? Constance a pris soin de moi pendant cette période comme si elle était de la famille. Elle n'a pas seulement rempli ses obligations professionnelles, elle s'est vraiment souciée de moi. Elle m'apportait mes médicaments à l'heure, préparait une soupe spéciale, a même dormi quelques nuits sur le canapé du salon pour veiller sur moi. » Robert remua le sucre dans son café, perdu dans ses souvenirs. « À l'époque, j'ai pensé que c'était juste du professionnalisme, mais maintenant je réalise qu'il y avait autre chose. Elle tient vraiment à moi. Constance est une personne spéciale, Robert. Elle l'a toujours été. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Marc. Il y a 5 ans, son fils, Michel, a été diagnostiqué avec une leucémie. Un cas grave, qui nécessitait un traitement coûteux, des hospitalisations constantes, des médicaments importés. Constance ne m'a jamais demandé d'aide, n'a jamais mentionné le sujet, mais je l'ai découvert quand elle s'est absentée plusieurs jours de suite et qu'une voisine a appelé ici pour la chercher. » Robert prit une gorgée de café, savourant la température parfaite que seule Constance réussissait à obtenir. « J'ai payé tout le traitement de Michel, tout. Les consultations, les examens, les médicaments, les hospitalisations. J'ai parlé aux médecins, organisé les meilleurs spécialistes. Je me suis assuré qu'il ait accès à tout ce dont il avait besoin. Constance n'a jamais su que c'était moi. J'ai tout arrangé pour que cela ressemble à une approbation spéciale de sa mutuelle. » Robert. Marc le regardait avec admiration et surprise. Le garçon est complètement guéri. Aujourd'hui, il a 15 ans. Il est en seconde. Il joue au football dans l'équipe de son lycée. Constance ne sait toujours pas que c'est moi qui ai tout financé. Et sais-tu ce qui m'impressionne le plus? Elle ne m'a jamais rien demandé en retour. Elle n'a jamais utilisé la maladie de son fils pour demander une augmentation, pour demander des faveurs, pour créer une sorte de chantage émotionnel. Elle a affronté ce drame seule, en silence, tout en continuant à s'occuper de ma maison avec le même dévouement. Marc resta silencieux pendant quelques minutes, digérant l'information.
Robert parlait rarement de ses actes de générosité, mais quand il le faisait, c'était toujours avec la simplicité de celui qui n'attendait aucune reconnaissance. « Pourquoi me racontes-tu ça maintenant ?» Parce que ça m'aide à comprendre la différence entre le véritable amour et l'intérêt déguisé. Constance me témoigne depuis des années une affection sincère, sans jamais rien demander en retour. Isabelle, qui devrait m'aimer plus que quiconque au monde, ne montre de l'intérêt que lorsque le sujet implique de l'argent. Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre du bureau, contemplant les lumières de la ville qui clignotaient comme des étoiles lointaines. Paris bouillonnait en bas avec ses millions d'habitants, chacun vivant ses drames personnels, ses réussites et ses déceptions. Il se sentait petit face à l'immensité de la ville, mais en même temps déterminé à découvrir la vérité sur sa propre vie. « J'ai un plan, Marc. Je sais que ça peut paraître trop dramatique, mais j'ai besoin d'être absolument certain des intentions d'Isabelle. » « Quel genre de plan ?» Robert se tourna vers son ami avec une expression que Marc n'avait pas vue depuis des années, depuis l'époque où il prenait des décisions risquées dans les premières années de l'entreprise. C'était un mélange de détermination et de vulnérabilité qui indiquait que quelque chose d'important se décidait à cet instant. « Je vais simuler un problème de santé, une crise cardiaque. Je vais observer comment elle réagit quand elle pensera que je peux mourir ou devenir invalide. Si elle m'aime vraiment, elle se précipitera pour m'aider, elle sera désespérée, elle appellera les pompiers. Mais si elle n'est intéressée que par l'argent, Robert, c'est très risqué. Et si elle découvre que c'est une mise en scène? Elle ne le découvrira pas si je m'y prends bien, et je vais compter sur l'aide de Constance. Elle fera semblant de m'avoir trouvé évanoui et observera la réaction d'Isabelle avec moi. Je suis sûr que Constance accepterait de m'aider si je lui expliquais la situation. » Marc secoua la tête, inquiet du plan de son ami, mais comprenant son besoin de découvrir la vérité. « Et quand comptes-tu faire ça ?»« Demain soir, je vais préparer un dîner romantique spécial pour Isabelle. Je vais simuler quelques symptômes pendant le repas, et ensuite je m'évanouirai dans le salon. Constance sera dans la cuisine et apparaîtra au bon moment pour surprendre sa réaction. Et si Isabelle s'inquiète vraiment, et si tes soupçons sont faux ?» Robert soupira profondément, montrant qu'il avait envisagé cette possibilité. « Alors je lui demanderai pardon pour le reste de ma vie, et je ferai tout pour mériter une femme qui m'aime vraiment. Mais Marc, au fond de mon cœur, je sais que mes soupçons sont justes. Tous les signes sont là. J'ai juste besoin d'une preuve définitive pour pouvoir prendre une décision. » Les deux amis restèrent à discuter pendant encore 1 heure, peaufinant les détails du plan, envisageant les problèmes potentiels, mais surtout s'offrant un soutien mutuel. Marc promit de rester disponible pour toute urgence et suggéra que Robert enregistre la situation, au cas où il aurait besoin de l'utiliser légalement à l'avenir. Quand Marc partit, Robert trouva Constance dans la cuisine, en train de finir la vaisselle du café. Elle travaillait avec son efficacité silencieuse habituelle, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait de l'inquiétude. « Constance, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, monsieur Robert. Il s'est passé quelque chose. Vous avez l'air préoccupé. » Robert tira une chaise et s'assit à la table de la cuisine, ce qu'il faisait rarement. Constance s'essuya les mains sur un torchon et s'assit à côté de lui avec l'attention respectueuse de celle qui est prête à écouter. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose de délicat. C'est à propos d'Isabelle. » Constance ne montra aucune surprise, hochant simplement légèrement la tête, comme si elle s'attendait à cette conversation. « Je sais que vous êtes très observatrice et que vous connaissez bien cette maison, les gens qui y circulent. Que pensez-vous d'Isabelle ?» Constance respira profondément, choisissant clairement ses mots avec soin. Elle travaillait depuis assez longtemps dans des maisons de personnes importantes pour savoir que certaines conversations exigeaient de la diplomatie, mais aussi pour savoir que l'honnêteté, lorsqu'elle était demandée, était fondamentale. « Monsieur Robert, si vous me posez cette question, c'est que vous avez déjà vos propres soupçons. Je ne voudrais pas vous influencer contre quelqu'un, mais je ne peux pas non plus mentir quand vous me le demandez directement. S'il vous plaît, Constance, soyez honnête avec moi. J'ai besoin de savoir. » Madame Isabelle est une femme très intelligente et très belle, on ne peut le nier. Mais depuis qu'elle a commencé à fréquenter cette maison, je remarque certaines choses qui me mettent mal à l'aise. Constance fit une pause, organisant ses pensées. «
Elle ne m'a jamais maltraité, elle a toujours été polie, mais il y a une froideur qui n'est pas normale entre des personnes qui vont faire partie de la même famille. Elle me traite comme si j'étais un meuble de la maison, utile, mais sans importance en tant que personne. » Robert écoutait attentivement, reconnaissant dans chaque mot une confirmation de choses qu'il avait lui-même remarquées, mais qu'il avait tenté d'ignorer. « Il y a plus, monsieur. Elle touche à vos affaires quand vous n'êtes pas là. Des papiers sur votre bureau, des documents qui restent sur le plan de travail de la cuisine, même le courrier. Elle le fait quand elle pense que personne ne regarde, mais je suis toujours dans les parages, à ranger, à nettoyer. Je l'ai vu photographier certains documents avec son téléphone. » « Photographier des documents ?» Robert sentit une vague d'indignation. « Oui, monsieur, des relevés bancaires, des lettres de votre comptable, même certains contrats de l'entreprise que vous aviez laissés ici pour les relire. Elle a été très rapide, mais je l'ai vu. » Robert serra les poings sur la table. La situation était encore pire qu'il ne l'imaginait. Isabelle n'était pas seulement intéressée par son argent, elle collectait activement des informations sur ses finances. « Constance, je vais vous faire une demande très étrange, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai besoin de savoir si Isabelle m'aime vraiment ou si elle n'est intéressée que par mon argent. Pour cela, je vais simuler un problème de santé demain soir, et je veux observer comment elle réagit. » Constance le regarda avec une préoccupation maternelle, mais ne questionna pas sa décision. Pendant toutes ces années à travailler pour Robert, elle avait appris à faire confiance à son jugement, même lorsque ses décisions semblaient risquées. « Que voulez-vous que je fasse ?» Robert expliqua le plan en détail. Constance écouta tout sans interruption, posant quelques questions pratiques sur le timing et le positionnement, mais se montrant entièrement disposée à l'aider. « Monsieur Robert, vous savez que vous pouvez compter sur moi pour n'importe quoi. Si cette jeune femme essaie de vous tromper, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Vous êtes une personne trop bonne pour mériter une telle trahison. » Quand Robert alla se coucher cette nuit-là, Isabelle n'était pas encore rentrée. Elle arriva vers minuit, prétextant être sortie dîner avec une amie qui traversait des problèmes personnels. Robert fit semblant de dormir, mais remarqua qu'elle passa plus de temps que d'habitude dans la salle de bain et qu'elle vérifia son téléphone plusieurs fois avant de se coucher. Tandis qu'il écoutait la respiration d'Isabelle devenir régulière à côté de lui, Robert planifia mentalement chaque détail du lendemain. Si ses soupçons se confirmaient, ce serait l'une des nuits les plus douloureuses de sa vie. Mais s'il fallait passer par cette douleur pour découvrir la vérité, il était prêt. Robert se réveilla ce vendredi-là avec un mélange d'anxiété et de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était le genre de nervosité qui précédait les décisions importantes en affaires, mais cette fois, il ne s'agissait pas de contrat ou d'investissement. Il s'agissait de l'avenir de sa vie personnelle, de la confirmation de soupçons qui pourraient complètement détruire l'image qu'il avait d'Isabelle et par conséquent sa foi en la possibilité de trouver le véritable amour. Isabelle était partie tôt, prétextant avoir une réunion avec un cabinet de conseil qui pourrait l'embaucher. Robert ne fit aucun commentaire, mais il savait maintenant que c'était un autre mensonge dans la longue liste qu'elle construisait depuis des mois. Où allait-elle vraiment quand elle disait travailler ? Quelles autres choses cachait-elle en plus de sa situation financière désespérée et de ses consultations avec l'avocat spécialiste ? Des divorces ? Pendant le petit déjeuner, Robert discuta brièvement avec Constance des derniers détails du plan. Elle était arrivée plus tôt que d'habitude, démontrant le même dévouement qu'elle avait toujours eu quand il avait besoin d'un soutien supplémentaire. Constance connaissait Robert depuis assez longtemps pour comprendre que, derrière son calme apparent, il faisait face à un moment décisif. « Monsieur Robert, êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Il est encore temps de changer d'avis et d'essayer d'avoir une conversation franche avec elle. » Robert termina son café et regarda par la fenêtre de la cuisine, observant le mouvement matinal de Paris qui ne s'arrêtait jamais. C'était une ville qui ne laissait aucun répit, où les gens luttaient chaque jour pour survivre, prospérer, réaliser leurs rêves. Il avait été l'un de ces combattants et se demandait maintenant si Isabelle n'était qu'une autre personne prête à tout pour s'élever socialement. « Constance, si j'essaie d'avoir une conversation franche, elle niera tout. Les gens comme elle sont experts en manipulation, en création de versions convaincantes de la réalité. J'ai besoin d'une preuve irréfutable, j'ai besoin de la voir révéler sa véritable personnalité quand elle pensera qu'elle n'a plus rien à perdre. »
Alors nous ferons comme. Vous l'avez prévu. À quelle heure a-t-elle dit qu'elle rentrerait? Vers 18 heures. Je vais faire semblant d'aller bien pendant la journée. Je vais même lui préparer un dîner spécial, comme si je voulais fêter quelque chose. Pendant le dîner, je commencerai à simuler un malaise et ensuite, quand nous serons dans le salon, je m'évanouirai. C'est là que vous apparaîtrez, en faisant semblant de m'avoir trouvé ainsi, et vous observerez sa réaction. Constance acquiesça avec le sérieux de quelqu'un participant à une opération militaire. Pour elle, protéger Robert des personnes qui pourraient le blesser était presque un instinct maternel, développé au fil des années en observant à quel point il était trop généreux pour son propre bien. Robert passa la journée au bureau, mais eut du mal à se concentrer. Il demanda à sa secrétaire de reporter quelques réunions et précisa qu'il ne voulait pas être dérangé sauf en cas d'urgence. Il resta dans son bureau à repasser mentalement chaque détail du plan, envisageant les réactions possibles d'Isabelle, se préparant psychologiquement à ce qu'il pourrait découvrir. Vers 16 heures, il décida de rentrer plus tôt. Il voulait avoir le temps d'organiser la scène, peut-être même de cuisiner personnellement, un plat qu'Isabelle appréciait. Cruelle ironie. Préparer un dîner romantique pour découvrir si la femme qu'il aimait n'était intéressée que par sa ruine financière. Quand il arriva à la maison, Constance était déjà en train de tout organiser. Elle avait acheté des ingrédients frais pour un risotto aux crevettes, un plat qu'Isabelle complimentait toujours quand il mangeait au restaurant. Elle avait dressé la table de la salle à manger avec de la vaisselle fine, des fleurs et des bougies, créant une atmosphère intime et spéciale. Quiconque entrerait dans cette maison penserait que Robert préparait une soirée romantique inoubliable. Vous êtes une artiste, Constance, tout est parfait. J'espère qu'après cette nuit, vous pourrez avoir l'esprit tranquille, quel que soit le résultat. Robert terminait de préparer le risotto quand il entendit la clé d'Isabelle dans la serrure. Elle entra en parlant au téléphone, comme elle le faisait souvent ces derniers temps, mais raccrocha rapidement en voyant la table dressée. « Quelle belle surprise, mon amour! Qu'est-ce qu'on fête ?» Isabelle s'approcha et l'embrassa sur la joue, mais Robert sentit que c'était un baiser mécanique, presque protocolaire. « Rien de spécial. Je voulais juste faire quelque chose de spécial pour toi. »« Comment? C'est passé ta réunion? » ?»« Oh, c'était super, je pense que je vais décrocher ce poste. C'est un petit cabinet de conseil, mais bien structuré, et ils semblent intéressés par mon profil. » Isabelle parlait avec une aisance impressionnante, mais Robert savait maintenant que chaque mot était inventé. Pendant le dîner, Robert observa Isabelle avec d'autres yeux. Elle était belle comme toujours, vêtue d'une robe bleu marine qu'il lui avait achetée lors d'un voyage à Paris. Elle parlait avec animation de sujets variés, posait des questions sur sa journée, souriait au bon moment. N'importe quel observateur extérieur aurait dit qu'il était un couple amoureux profitant d'une soirée romantique, mais Robert pouvait maintenant voir la performance derrière la spontanéité apparente. « Isabelle, je peux te poser une question personnelle? »« Bien sûr, mon amour, n'importe quoi. »« Es-tu heureuse avec moi, vraiment ?» Isabelle arrêta de manger et le regarda avec une expression qui semblait sincèrement surprise par la question. « Quelle question étrange, Robert. Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi me demandes-tu ça? Parfois, j'ai l'impression que tu es distante, comme si quelque chose te préoccupait. Je veux que tu saches que tu peux me parler de n'importe quoi. »« Oh, chérie, je pense que tu imagines des choses. Je suis juste un peu anxieuse à cause du travail, rien de plus. » Elle tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne. « Tu es l'homme de ma vie, Robert. Je n'ai aucune autre préoccupation que de vouloir que nous soyons heureux ensemble. » Robert serra sa main ressentant une profonde tristesse. Même à ce moment, avec l'occasion parfaite d'être honnête sur ses difficultés financières, sur son chômage, sur tout ce qui la préoccupait, Isabelle choisit de maintenir la farce. « Je suis content d'entendre ça. Parce que je t'aime beaucoup, Isabelle. Plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un à nouveau. Je t'aime aussi, Robert, énormément. » Ils terminèrent le dîner et se dirigèrent vers le salon. Robert servit du vin et mit de la musique douce, maintenant l'atmosphère romantique. Il était important que tout paraisse normal jusqu'au moment critique. Constance s'était discrètement retirée dans la cuisine après avoir servi le dessert et attendait maintenant le signal convenu. Robert et Isabelle s'assirent sur le canapé et elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. Pendant un instant, Robert faillit flancher. Et s'il se trompait?
Et si tous ces soupçons n'étaient que la paranoïa d'un homme riche et traumatisé par ses relations passées? Et si Isabelle l'aimait vraiment, malgré les preuves contraires? Mais il se souvint des photos de documents, des mensonges sur le travail, de la consultation avec l'avocat spécialiste des divorces millionnaires. Non, il n'était pas paranoïaque, il était rationnel. « Isabelle, je peux te confier quelque chose qui m'inquiète ?»« Bien sûr, mon amour. J'ai des antécédents familiaux de problèmes cardiaques. Mon père est mort d'un infarctus à 58 ans, mon grand-père à 61. Parfois, je m'inquiète parce que je ressens des pointes dans la poitrine quand je suis très stressé. » Isabelle s'écarta un peu pour le regarder, et Robert observa attentivement sa réaction. Au lieu de l'inquiétude sincère qu'il attendrait de la femme qu'il aimait, il vit un éclair d'intérêt qu'elle tenta de dissimuler rapidement. « Tu fais des bilans de santé réguliers? Ce serait peut-être bien de faire un bilan cardiologique complet. »« Oui, je suis suivi par un médecin, mais je m'inquiète quand même, surtout maintenant que j'ai des raisons de vouloir vivre très longtemps. »« Tu ne peux pas penser à ces choses, Robert. Tu es en bonne santé, tu fais du sport, tu prends bien soin de toi. » Robert remarqua qu'elle ne montra aucune émotion réelle en entendant parler de ses antécédents familiaux. Elle ne fut pas bouleversée, ne proposa pas de l'accompagner chez le médecin, n'exprima pas la peur de le perdre. Elle réagit de manière pratique et distante, comme s'il parlait du problème d'un étranger. « Tu sais que j'ai une assurance vie assez considérable, n'est-ce pas? »« Non, je n'y ai jamais pensé. Pourquoi parles-tu de ces choses aujourd'hui, Robert? Tu me rends nerveuse. » Mensonge. Robert savait qu'elle n'était pas nerveuse par peur de le perdre. Elle était nerveuse parce qu'il mentionnait la mort et l'assurance vie, des sujets qui avaient certainement déjà été discutés avec maître Augustin Moreau. « Désolé, mon amour. C'est juste que parfois, j'ai cette paranoïa. » Robert porta la main à sa poitrine et fronça légèrement le visage. « Tiens, quelle pointe étrange. Tu vas bien? »« Oui, oui. Ça doit être juste la fatigue. » Il attendit quelques minutes, continuant à parler normalement, puis porta de nouveau la main à sa poitrine, cette fois avec une expression plus inquiète. « Isabelle, je ressens une douleur étrange ici. »« Quel genre de douleur? »« Comme une pression, tu vois? Et ça monte dans le bras gauche. » Robert se leva, faisant semblant d'essayer de mieux respirer. « Je crois que je ferais mieux de m'asseoir. » Isabelle l'observait, mais Robert remarqua qu'il n'y avait pas de panique dans ses yeux, seulement une attention calculatrice. Elle ne se leva pas pour l'aider, ne suggéra pas d'appeler un médecin, ne montra aucun désespoir. Elle semblait plus intéressée à observer les symptômes qu'à le secourir. « Tu veux que j'appelle quelqu'un? »« Non, je pense que ça va passer. » Robert se rassit, mais continua à porter sporadiquement la main à sa poitrine. « C'est étrange. Je n'ai jamais ressenti ça avant. » Ils parlèrent encore quelques minutes, mais Robert remarqua qu'Isabelle était tendue, comme si elle attendait quelque chose. Elle regardait fréquemment sa montre et semblait moins intéressée à le réconforter qu'à observer son état général. Finalement, Robert décida qu'il était temps pour la dernière partie du plan. « Isabelle, je me sens très mal. La douleur s'aggrave et j'ai le souffle court. » Il se leva en chancelant, portant les deux mains à sa poitrine, feignant d'avoir du mal à respirer. Isabelle se leva aussi, mais garda ses distances, comme si elle assistait à une scène de film. « Robert, tu es très pâle. Je crois que... » Robert s'appuya sur la table basse, faisant un effort pour paraître lutter pour rester conscient. « Appelle les pompiers. » Et puis, il se laissa tomber au sol, fermant les yeux et restant complètement immobile. Le silence qui suivit fut assourdissant. Robert s'attendait à entendre Isabelle courir vers lui, crier son nom, essayer de vérifier s'il respirait, prendre le téléphone pour appeler les secours. Au lieu de cela, il entendit des pas s'éloigner de lui. Par la fente de ses yeux mi-clos, Robert vit Isabelle debout de l'autre côté de la pièce, prenant son téléphone. Mais au lieu de composer le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers, elle composa un numéro qui était manifestement déjà enregistré dans son répertoire. « Maître Moreau, c'est Isabelle Chevalier. Il faut que vous me preniez maintenant, c'est urgent. » Elle chuchotait comme si elle ne voulait pas que Robert l'entende, même en le croyant inconscient. « Il a eu un malaise ici à la maison. Je crois qu'il a eu une crise cardiaque. Non, je n'ai encore appelé personne. J'ai besoin de savoir quels sont mes droits s'il lui arrive quelque chose. » Robert sentit son estomac se retourner de dégoût.
Voilà la femme qui disait l'aimer, qui avait promis de l'épouser, qui partageait son lit chaque nuit, plus préoccupée par les aspects légaux de sa mort possible que par le fait de le sauver. Isabelle ne l'avait pas touché, n'avait pas vérifié s'il respirait, n'avait pas tenté de lui prodiguer les premiers secours. Sa première réaction fut d'appeler son avocat pour s'informer sur l'héritage et les droits conjugaux. Comment ça, sans testament, tout va à sa famille. Mais nous sommes fiancés, ça ne me donne droit à rien. Isabelle arpentait la pièce, apparemment frustrée par les informations qu'elle recevait. Et s'il reste dans un état végétatif, qui décide des traitements? Qui a accès aux comptes bancaires? À ce moment, Constance entra dans le salon, faisant semblant de venir simplement vérifier s'ils avaient besoin de quelque chose. Quand elle vit Robert au sol, elle poussa un cri de désespoir qui sonna absolument authentique. « Mon Dieu, monsieur Robert, qu'est-ce qui s'est passé ?» Constance courut vers lui et s'agenouilla à ses côtés, vérifiant son pouls, essayant d'entendre sa respiration, passant la main sur son front. « Madame Isabelle, pourquoi n'avez-vous pas appelé les pompiers? Monsieur Robert, s'il vous plaît, ne mourrez pas. Vous ne pouvez pas me laisser. » Les larmes de Constance étaient réelles. Même en sachant que tout était une mise en scène, elle se permit de ressentir la peur sincère de perdre quelqu'un qu'elle considérait comme sa famille. Robert fut presque ému d'entendre le désespoir dans sa voix. « Constance, calmez-vous. J'étais en train d'appeler... » Isabelle tenta de raccrocher rapidement, mais Constance avait entendu une partie de la conversation. « Vous appeliez qui? Et pourquoi n'étiez-vous pas à côté de lui pour l'aider ?» Constance commença à presser la poitrine de Robert, simulant un massage cardiaque. « Monsieur Robert, restez avec moi. Je vais appeler les pompiers tout de suite. » Constance attendait. Il vaudrait peut-être mieux appeler son médecin privé d'abord. « Comment ça attendre? Il est peut-être en train de mourir. » Constance arrêta le massage et fixa Isabelle avec une fureur que Robert n'avait jamais vue en elle. « Quel genre de personne êtes-vous? Votre fiancé est là, par terre, ayant peut-être besoin de secours urgents, et vous voulez attendre. Vous ne comprenez pas, Constance. Ces choses sont compliquées. Si nous appelons les pompiers, ils vont poser des questions, ils vont vouloir l'emmener à l'hôpital public. Et quel est le problème? Le problème est de lui sauver la vie ou de protéger votre image. » Constance était maintenant debout, faisant face à Isabelle, avec un courage qui venait d'un amour véritable et de l'indignation. « Depuis que vous avez commencé à fréquenter cette maison, je remarque que vous ne lui montrez jamais de véritable affection. Vous le traitez comme s'il était un objet de valeur, pas comme une personne. Comment osez-vous me parler ainsi? Vous n'êtes qu'une simple employée. Je suis peut-être une simple employée, mais j'aime cet homme comme s'il était de ma famille. Et vous qui devriez l'aimer plus que quiconque au monde, vous ne l'avez même pas touché quand vous l'avez vu tomber par terre. » Robert restait immobile, mais à l'intérieur, il ressentait un mélange de douleur et de gratitude. Douleur de voir ses pires soupçons sur Isabelle confirmés, gratitude de réaliser que Constance se souciait vraiment de lui de manière sincère et désintéressée. « Constance, vous êtes bouleversée. Vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais exactement ce que je dis. Je vous ai vu toucher à ces papiers, photographier des documents quand vous pensiez que personne ne regardait. Je vous ai entendu passer des appels étranges, parler d'argent, de patrimoine. Vous pensez que je suis aveugle et sourde. » Isabelle pâlit. Elle n'imaginait pas que Constance avait remarqué ses activités d'investigation. « C'est ridicule. Je ne ferai jamais une chose pareille. Vous voulez que je lui raconte quand il se réveillera? Vous voulez que je lui parle de ce dossier que je vous ai vu étudier hier, quand il est allé faire les courses? Celui qui contenait des informations sur l'entreprise, sur les comptes, sur les investissements. Constance, vous inventez des choses. J'invente? Alors pourquoi, au lieu d'être ici, désespéré, à essayer de réanimer l'homme que vous dites aimer, la première chose que vous avez faite a été d'appeler un avocat pour vous renseigner sur vos droits de succession? » Le silence qui suivit fut tendu. Isabelle réalisa qu'elle avait été complètement démasquée par quelqu'un qu'elle considérait comme insignifiant. Constance, avec son observation silencieuse et son dévouement sincère, avait découvert en quelques semaines ce que Robert avait mis des mois à soupçonner. « Je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Que vous n'êtes intéressé que par son argent? Que vous n'avez jamais montré un amour véritable?
Que vous ne voyez cet homme bon et généreux que comme un compte en banque ambulant ?» Robert sentit qu'il était temps de mettre fin à la mise en scène. Il en avait entendu plus qu'assez pour confirmer ses soupçons et était émotionnellement épuisé. De plus, il ne voulait pas que Constance souffre davantage en feignant le désespoir de sa mort. Lentement, il ouvrit les yeux et s'assit, faisant semblant de reprendre conscience progressivement. Constance s'agenouilla immédiatement à nouveau à ses côtés, cette fois avec des larmes de soulagement. « Monsieur Robert, Dieu merci, comment vous sentez-vous ?»« Constance, que s'est-il passé? Je me souviens d'une douleur dans la poitrine et puis, plus rien. » Robert regarda en direction d'Isabelle, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, pâle et visiblement nerveuse. Elle ne courut pas pour le serrer dans ses bras, ne montra aucun soulagement de le voir conscient. Elle semblait plus préoccupée par les conséquences de ce qui venait d'être révélé. « Isabelle, tu vas bien? Tu as l'air effrayée. »« J'ai eu très peur quand tu t'es évanouie. Je ne savais pas quoi faire. » Constance lança un regard foudroyant à Isabelle, mais se retint d'exploser à nouveau devant Robert. Il perçut la tension entre les deux femmes et décida qu'il était temps de mener la situation à son dénouement. « Constance, pouvez-vous nous laisser seuls quelques minutes? Je crois que j'ai besoin de parler à Isabelle. »« Vous êtes sûr, monsieur Robert? Ne devriez-vous pas aller à l'hôpital faire des examens? »« Je me sens mieux maintenant, c'était peut-être juste un malaise. On décidera pour l'hôpital tout à l'heure. » Constance se retira à contre-cœur. Mais avant de quitter la pièce, elle fixa Isabelle avec une expression qui disait clairement qu'elle ne se laisserait plus tromper. Quand Constance sortit de la pièce, Robert observa Isabelle en silence pendant quelques secondes. Elle était clairement mal à l'aise, tripotant ses mains, évitant le contact visuel direct, comme un enfant pris en flagrant délit. La femme élégante et confiante qu'il avait connue à Nice avait laissé place à quelqu'un de visiblement nerveux et sur la défensive. Robert se releva lentement du sol, s'appuyant sur la table basse, et se dirigea vers le bar du salon. Il se servit un verre d'eau, but calmement, et ce n'est qu'alors qu'il se tourna pour lui faire face. Il y avait une froideur dans ses yeux qu'Isabelle n'avait jamais vue auparavant, une détermination qui indiquait que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. « Isabelle, j'ai quelques questions à te poser et j'aimerais que tu sois complètement honnête avec moi. »« Bien sûr, Robert. Tu m'as fait très peur tout à l'heure. Je pense que nous devrions vraiment aller à l'hôpital faire quelques examens préventifs. Nous n'irons nulle part tant que nous n'aurons pas réglé certaines choses ici. » La voix de Robert était calme, mais il y avait une autorité qui fit légèrement reculer Isabelle sur le canapé. « Première question. À qui parlais-tu au téléphone quand je me suis évanouie ?» Isabelle hésita quelques secondes. Robert pouvait voir son esprit travailler rapidement, essayant de créer une version plausible sans être incriminante. « J'ai appelé une amie médecin pour lui demander conseil sur ce qu'il fallait faire. »« Quelle amie médecin ?»« Patricia. Tu ne la connais pas. »« Patricia comment ? Quel est son nom de famille? Où travaille-t-elle ?»« Robert, pourquoi m'interroges-tu comme ça? Tu devrais te préoccuper de ta santé, pas me faire subir un interrogatoire. Réponds à la question, Isabelle. Patricia comment ? » « Patricia. Silva. Elle travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. » Robert hocha lentement la tête, comme s'il traitait l'information. Puis il se dirigea vers son bureau dans un coin de la pièce, ouvrit un tiroir et en sortit un petit enregistreur numérique qu'il utilisait toujours pour les réunions importantes. « Intéressant, parce que j'ai enregistré ton appel. » Le sang quitta le visage d'Isabelle. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit pendant quelques secondes. Robert appuya sur « Play » et la voix d'Isabelle résonna dans la pièce, avec une clarté cristalline. « Maître Moreau, c'est Isabelle Chevalier. Il faut que vous me preniez maintenant. C'est urgent. Il a eu un malaise ici, à la maison. Je crois qu'il a eu une crise cardiaque. Non, je n'ai encore appelé personne. J'ai besoin de savoir quels sont mes droits s'il lui arrive quelque chose. » Robert mit l'enregistrement en pause et fixa Isabelle qui était visiblement paniquée. « Tu veux en entendre plus? Il y a la partie où tu poses des questions sur le testament, sur les droits conjugaux, sur ce qui se passe si je reste dans un état végétatif. Très intéressant pour une conversation avec une médecin nommée Patricia Silva. Tu ne trouves pas? Robert, je peux expliquer. Vraiment? Alors explique-moi pourquoi ta première réaction, quand tu as cru que j'étais en train de mourir,
a été d'appeler Augustin Moreau, l'avocat spécialiste des divorces millionnaires, pour t'enquérir de l'héritage. Explique-moi pourquoi tu n'as pas essayé de me secourir, pas vérifier si je respirais, pas appeler les pompiers. Isabelle se leva du canapé et commença à arpenter la pièce, essayant clairement de gagner du temps pour organiser sa défense. Mais Robert n'avait pas fini. D'ailleurs, puisque nous sommes dans l'honnêteté, explique-moi aussi pourquoi tu as menti sur le fait d'avoir un travail. Mon ami Marc a fait une petite enquête et a découvert que tu as été licencié il y a 6 mois. Où vas-tu tous les jours quand tu dis que tu travailles? Pour qui se prend Marc pour enquêter sur ma vie? C'est mon meilleur ami et il s'inquiétait pour moi. Et apparemment, il avait de bonnes raisons. Robert s'approcha d'elle, mais garda une distance de sécurité. Réponds à la question, où vas-tu quand tu dis que tu travailles? J'essayais de trouver un nouvel emploi. Je ne voulais pas t'inquiéter avec mes problèmes financiers. Ah, quelle délicatesse! Mais c'est drôle, parce que tu ne montres pas la même considération pour mes problèmes financiers. En fait, il semble beaucoup t'intéresser. Robert retourna au tiroir de son bureau et en sortit un dossier. Il l'ouvrit sur la table basse et commença à montrer des papiers à Isabelle. Constance est très observatrice, tu sais. Elle a remarqué que tu touchais à mes documents quand tu pensais que personne ne regardait. Elle t'a même vu photographier certains papiers. Veux-tu m'expliquer pourquoi tu photographiais des relevés bancaires et des contrats de l'entreprise? Isabelle était acculée et le savait. Ses mensonges s'étaient accumulés de manière insoutenable. Et maintenant, elle devait prendre une décision. Continuer à essayer de le tromper ou assumer la vérité. Robert, tu ne comprends pas. La situation n'est pas ce qu'elle semble être. Alors aide-moi à comprendre. Explique-moi comment une femme qui dit m'aimer plus que tout au monde peut être plus intéressée à photographier mes documents qu'à savoir comment s'est passée ma journée. Explique-moi comment tu ne me demandes jamais rien sur mes sentiments, mes soucis, mes rêves, mais que tu connais par cœur des détails sur mes investissements que je dois moi-même consulter pour m'en souvenir. Robert s'assit dans le fauteuil en face du canapé où se trouvait Isabelle, adoptant une posture d'interrogatoire qu'il avait apprise au cours d'années de négociations difficiles en affaires. Et puisque nous parlons d'enquête, veux-tu savoir ce que j'ai découvert d'autre? Tu as un mode opératoire, Isabelle. Ce n'est pas la première fois que tu t'approches d'hommes riches avec des arrière-pensées. L'entrepreneur de Lyon, le chirurgien plasticien ici à Paris, toujours la même stratégie. C'est un mensonge. Qui t'a raconté ces choses? Peu importe qui me l'a dit. Ce qui importe, c'est que c'est vrai. Et sais-tu ce qui me fait le plus mal? Ce n'est même pas le fait que tu sois intéressé par mon argent. C'est le fait que tu aies feint l'amour pendant si longtemps. Tu m'as fait croire que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui m'aimait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Des larmes commencèrent à poindre dans les yeux de Robert, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de déception, de frustration, d'avoir été trompé de manière si élaborée et cruelle. Robert, tu tires des conclusions hâtives. Je t'aime vraiment. Tu m'aimes. Alors prouve-le. Robert se pencha en avant, la fixant intensément. Dis-moi une chose que tu aimes chez moi, qui n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. Parle-moi d'une conversation que nous avons eue et qui t'a marqué émotionnellement. Raconte-moi un moment où tu t'es soucié de moi en tant que personne. Isabelle resta silencieuse pendant de longues secondes. Robert pouvait la voir chercher désespérément une réponse, mais il n'y avait rien d'authentique dans sa mémoire à retrouver. Tous leurs moments avaient été calculés. Tous les gestes affectueux avaient été une mise en scène. Nous avons eu beaucoup de moments spéciaux. Précisant un seul. Robert, ce n'est pas juste. Tu me mets dans une situation impossible. Impossible, pourquoi? Si tu m'aimais vraiment, si nous avions vraiment vécu des moments authentiques ensemble, il serait facile de se souvenir d'au moins un exemple. À ce moment, Constance frappa discrètement à la porte et entra avec un plateau de thé. Robert remarqua qu'elle avait préparé le thé qu'il préférait, celui qui, elle le savait, le calmait dans les moments de stress. C'était le genre d'attention sincère qu'Isabelle n'avait jamais montré. « Monsieur Robert, j'ai pensé qu'un thé vous ferait du bien. Et j'ai aussi apporté des toasts au miel, comme vous les aimez quand vous êtes soucieux. Merci, Constance. Vous savez toujours exactement ce dont j'ai besoin. » Robert regarda Isabelle pendant que Constance arrangeait les choses sur la table. Cette femme simple, qui gagnait une fraction de ce qu'Isabelle dépensait chaque mois dans vêtements et cosmétiques, lui montrait plus d'affection sincère en 5 minutes
qu'Isabelle ne l'avait fait en des mois de relation. « Constance, pouvez-vous rester avec nous? En fait, je pense que vous devriez entendre cette conversation, puisqu'elle concerne l'avenir de cette maison. » Constance hésita, regardant de Robert à Isabelle, percevant clairement que quelque chose d'important se passait. « Si vous pensez que c'est nécessaire. »« Je le pense, asseyez-vous là, s'il vous plaît. » Isabelle se leva brusquement, visiblement irritée par la présence de Constance. « Robert, c'est ridicule. Je ne vais pas discuter de nos affaires personnelles devant une employée. » « Une employée ?» Robert se leva aussi avec une froideur dans la voix qui fit reculer Isabelle. « Constance n'est pas une employée. Elle fait partie de ma famille. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'en 12 ans de travail ici, elle ne m'a jamais rien demandé de plus que ce qu'elle méritait. Jamais elle n'a montré d'intérêt pour mon argent. Jamais elle ne m'a menti sur quoi que ce soit. Jamais elle n'a feint des sentiments qu'elle n'avait pas. » Robert se dirigea vers Constance et posa la main sur son épaule, dans un geste qui témoignait d'un respect et d'une affection véritable. « Constance a pris soin de moi quand j'ai eu ma pneumonie, comme si j'étais son propre fils. Elle m'a apporté mes médicaments à l'heure, préparé une soupe spéciale, dormi sur le canapé pour veiller sur moi. Et sais-tu ce qu'elle a eu en retour? Rien d'autre que de la gratitude. Elle n'a pas profité de ma vulnérabilité pour demander des faveurs, n'a pas utilisé la situation pour s'approcher de mon patrimoine. » Isabelle était visiblement mal à l'aise avec la comparaison, mais Robert n'avait pas fini. « Il y a 5 ans, le fils de Constance est tombé gravement malade, une leucémie. Traitement coûteux, médicaments importés, hospitalisation constante. Elle ne m'a jamais rien dit, jamais demandé d'aide, jamais utilisé la situation pour essayer d'obtenir des avantages. Elle a tout affronté seule, en silence, tout en continuant à s'occuper de ma maison avec le même dévouement. » Constance regarda Robert avec surprise, ne comprenant pas pourquoi il racontait cette histoire. « Constance, j'ai payé tout le traitement de Michel. Tout. J'ai organisé les meilleurs médecins. Je me suis assuré qu'il ait accès à tout ce dont il avait besoin. Tu n'as jamais su que c'était moi parce que j'ai tout arrangé pour que cela ressemble à une approbation spéciale de la mutuelle. » Constance écarquilla les yeux, couvrant sa bouche de ses mains. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, alors qu'elle assimilait l'information. « Monsieur Robert, c'est vous qui avez sauvé mon garçon? »« Oui. Et sais-tu pourquoi je l'ai fait? Parce que tu es une bonne personne, qui mérite que de bonnes choses lui arrivent, parce que pendant toutes ces années, tu m'as montré une affection sincère sans jamais rien attendre en retour, parce que tu me traites comme un être humain, pas comme un compte en banque. » Constance se leva et serra Robert dans ses bras, pleurant d'émotion. C'était une étreinte qui transmettait des années de gratitude refoulée, d'affection sincère, de reconnaissance mutuelle, entre deux personnes qui tenaient vraiment l'une à l'autre. Robert regarda Isabelle par-dessus l'épaule de Constance. Elle se tenait de l'autre côté de la pièce, observant la scène avec une expression mêlant malaise, envie et irritation. À cet instant, il devint clair pour tout le monde dans la pièce qui se souciait vraiment de Robert en tant que personne. « Constance, asseyez-vous à côté de moi. Je veux que vous entendiez ce qu'Isabelle a à me dire. » Constance s'assit à côté de Robert, encore émue par la révélation, mais clairement déterminée à le soutenir dans tout ce qui serait nécessaire. Robert se tourna de nouveau vers Isabelle. « Maintenant, Isabelle, je vais te donner une dernière chance d'être honnête avec moi. Pourquoi es-tu avec moi? Que veux-tu vraiment? » Isabelle regarda de Robert à Constance, réalisant qu'elle était complètement piégée. La présence de la gouvernante la mettait encore plus mal à l'aise car elle symbolisait tout ce qu'elle n'était pas, authentique, loyale, désintéressée. « Robert, ce n'est pas juste, tu m'humilies devant elle. »« Je ne t'humilie pas, je te donne l'occasion d'être sincère pour la première fois depuis que nous nous connaissons. Dis la vérité, Isabelle. Pourquoi es-tu avec moi? Je t'ai déjà dit que je t'aime? Mensonge! » La voix de Robert résonna dans la pièce avec une force qui fit tressaillir Isabelle. « Tu ne m'aimes pas, et tu ne m'as jamais aimé. Tu aimes mon argent, ma position sociale, ce que je peux te donner matériellement. Mais tu ne m'aimes pas en tant que personne. » Robert se leva et se dirigea vers la table où se trouvaient les documents. Il prit un autre dossier et l'ouvrit. « Tu veux savoir comment je le sais? Parce que j'ai aussi fait ma propre enquête. Je suis au courant de tes dettes, de ta situation financière, désespérée, de tes recherches sur Internet sur le patrimoine conjugal et les droits de succession.
Je sais que tu n'as jamais eu l'intention de m'aimer. Depuis le premier jour, je n'étais qu'une cible. » Isabelle perdit finalement son sang-froid. Le masque de douceur et de vulnérabilité qu'elle avait maintenu pendant des mois disparut complètement, laissant place à la personne froide et calculatrice qu'elle était vraiment. « Très bien. Tu veux la vérité ? La vérité, c'est que tu as raison, je ne t'aime pas. Comment pourrais-je aimer quelqu'un comme toi ? Comment ça, quelqu'un comme moi ? Tu es pathétique, Robert. » Un homme de 52 ans qui croit encore au grand amour comme un adolescent romantique. « Tu as vraiment cru qu'une femme de mon âge et de ma beauté s'intéresserait à toi pour tes charmes personnels ?» La cruauté des mots d'Isabelle laissa Robert momentanément sans voix. Constance se leva indignée. « Comment pouvez-vous parler ainsi ? Monsieur Robert est un homme bon, généreux. Il a travaillé toute sa vie pour obtenir ce qu'il a. Tais-toi, petite bonne. C'est une conversation d'adulte. » Isabelle se tourna vers Robert avec des yeux pleins de mépris. « Tu veux vraiment la vérité ? La vérité, c'est que j'ai toujours su que tu étais un pigeon. Un homme riche et seul, désespéré de trouver de la compagnie, prêt à croire n'importe quelle femme qui ferait semblant de s'intéresser à lui. » Robert avait l'impression de recevoir des coups de poing dans l'estomac. Chaque mot d'Isabelle était une révélation douloureuse sur la façon dont elle le voyait vraiment, sur sa naïveté et sa vulnérabilité. « Tu as vraiment cru que j'éprouvais du plaisir à écouter tes conversations sur le travail, sur tes projets sociaux, sur tes souvenirs d'enfance. Je faisais semblant d'être intéressé parce que je savais que c'était ce que tu voulais entendre. Les hommes comme toi sont faciles à manipuler. Il suffit de faire semblant de s'intéresser à eux en tant que personne et ils te donnent tout. » « Isabelle, vous êtes trop cruelle, » tenta d'intervenir Constance, mais Isabelle était déterminée à détruire tout vestige de dignité qu'il pouvait rester à Robert. « Cruelle ? Je vais te montrer ce qui est cruel. » Ce qui était cruel, c'était de devoir faire semblant d'aimer coucher avec lui. Ce qui était cruel, c'était de devoir supporter ses tentatives pathétiques de m'impressionner avec des cadeaux chers et des voyages romantiques. Ce qui était cruel, c'était de devoir faire semblant de trouver intéressantes ses histoires sur sa pauvreté et sa réussite. Robert ferma les yeux, ressentant une douleur qui n'était pas physique, mais qui semblait briser quelque chose de fondamental en lui. Tous ses souvenirs avec Isabelle étaient en train d'être recontextualisés comme des mensonges élaborés. Mais sais-tu ce qui m'irrite le plus chez toi, Robert ? C'est que tu te crois meilleur que les gens comme moi. Tu te vois comme un homme intègre, généreux, qui mérite d'être aimé pour ce qu'il est, mais la vérité, c'est que tu n'es qu'un autre Richard solitaire qui utilise son argent pour acheter de la compagnie. Ce n'est pas vrai. Constance ne put plus se retenir. Monsieur Robert est une personne sincèrement bonne. Il aide les gens sans rien attendre en retour. Il se soucie de ses employés. Oh, tais-toi. Tu le défends parce que tu es payé pour ça. S'il devenait pauvre demain, tu serais la première à chercher un autre emploi. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Constance avait des larmes d'indignation dans les yeux. Je travaille pour lui depuis 12 ans parce que je le respecte et l'apprécie en tant que personne. Quand il aura 80 ans et aura besoin de soins, je serai là. Et vous savez pourquoi ? Parce que certaines personnes savent encore ce qu'est la loyauté, ce qu'est l'affection sincère. La loyauté, Isabelle rit avec dédain. Tu vis dans une maison qu'il paie, tu manges de la nourriture qu'il achète, ton fils a été soigné avec son argent. Quelle loyauté est-ce là ? Vous êtes pathétiques toutes les deux à vivre dans cette fantaisie que c'est de l'amour. C'est juste une relation commerciale déguisée. Robert ouvrit les yeux et regarda Isabelle avec une clarté qu'il n'avait pas eue depuis des mois. Toute la douleur qu'il ressentait n'était pas parce qu'elle révélait des vérités sur lui. C'était parce qu'il voyait enfin qui elle était vraiment. Une personne incapable de comprendre l'amour sincère, incapable de reconnaître la véritable bonté, incapable de ressentir de la gratitude ou de l'empathie. Ça suffit, Isabelle. Ah, maintenant tu vas me dire de me taire aussi ? Non. Maintenant, je vais te demander de quitter ma maison et de ne plus jamais y revenir. Isabelle parut surprise un instant, comme si elle ne s'attendait pas à ce que Robert mette fin à leur relation si rapidement après ces révélations. Robert, j'étais juste honnête, comme tu l'as demandé. J'ai peut-être exagéré. Tu n'as rien exagéré. Tu as montré exactement qui tu es. Et maintenant que je le sais, je préfère être seul qu'aux côtés de quelqu'un qui me voit comme un pigeon à exploiter.
Robert se dirigea vers la porte du salon et l'ouvrit, faisant signe à Isabelle de sortir. « Tes affaires seront emballées et prêtes à être récupérées demain matin. Je ne veux plus te voir ici. » Isabelle réalisa qu'elle avait tout perdu. Dans sa cruauté, elle avait détruit toute possibilité de maintenir la relation et par conséquent tout accès au patrimoine de Robert. « Attends, Robert, peut-être qu'on peut discuter plus calmement. J'admets que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Il n'y a rien à discuter, Isabelle. Tu m'as montré qui tu es vraiment et je te crois. » Isabelle quitta la maison de Robert cette nuit-là en n'emportant que le sac qu'elle avait apporté. Elle tenta d'argumenter encore quelquefois, menaça même de poursuites judiciaires, mais Robert resta ferme dans sa décision. Constance resta à ses côtés pendant toute la discussion finale, non pas comme une employée obéissant aux ordres, mais comme une véritable amie offrant un soutien moral dans un moment difficile. Quand la porte se referma définitivement derrière Isabelle, la maison fut plongée dans un silence qui semblait résonner du poids des révélations de la soirée. Robert se dirigea lentement vers le balcon où il allait habituellement lorsqu'il avait besoin de réfléchir à des décisions importantes. Paris s'étendait devant lui, une métropole de millions de personnes, chacune vivant ses propres drames, ses propres découvertes sur la nature humaine. Constance le suivit discrètement, portant une tasse de thé chaud. Elle connaissait Robert depuis assez longtemps pour savoir qu'il aurait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Mais elle savait aussi qu'il ne devait pas rester complètement seul à ce moment-là. « Monsieur Robert, vous allez bien ?» Robert accepta la tasse de thé et resta quelques minutes en silence, regardant les lumières de la ville. Quand il parla enfin, sa voix portait une profonde tristesse, mais aussi un étrange soulagement. « Constance, je peux vous avouer quelque chose. Ces derniers mois, je me sentais fou. Tous ces signes, ces soupçons, j'essayais de les ignorer, de croire que j'étais paranoïaque. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Vous n'étiez pas paranoïaque, vous étiez intuitif. Quand quelqu'un ne nous aime pas vraiment, on le sent, même si on ne veut pas l'admettre. » Robert prit une gorgée de thé, savourant non seulement le liquide chaud, mais aussi la simplicité du geste. Constance avait préparé exactement la température qu'il aimait, avait mis la bonne quantité de sucre, avait servi dans la tasse qu'il préférait utiliser lorsqu'il était pensif. C'étaient de petits détails, mais qui révélaient des années d'attention sincère. « Savez-vous ce qui me fait le plus mal, Constance ? Ce n'est même pas le fait qu'elle ait menti sur son amour pour moi, c'est le fait que je me sois autant trompé sur ma propre capacité à juger les gens. Comment un homme qui a bâti un empire en se basant sur l'évaluation du caractère de ses associés, employés et partenaires, a-t-il pu être aussi aveugle envers quelqu'un avec qui il partageait son lit chaque nuit? Parce que quand on veut vraiment croire en quelque chose, on ignore les signes qui montrent le contraire. Vous vouliez avoir quelqu'un de spécial dans votre vie, et c'est humain. C'est beau, ce n'est pas une raison d'avoir honte. » Robert se tourna pour regarder Constance. Sous la douce lumière du balcon, il pouvait voir les fils gris dans ses cheveux bruns, les petites rides autour de ses yeux, qui parlaient d'années de sourires sincères, les mains travailleuses qui avaient pris soin de sa maison, et par extension, de lui-même, pendant plus d'une décennie. « Constance, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr, monsieur Robert. »« Pourquoi ne vous êtes-vous jamais remariée ? Vous êtes une femme belle, travailleuse, vous avez un cœur immense. Je suis sûr que beaucoup d'hommes s'intéresseraient à vous. » Constance rit doucement, un son chaleureux qui apaisait toujours Robert. « Après la mort de mon mari, je me suis concentré sur l'éducation de Michel et sur mon travail. Et puis, avec le temps, j'ai réalisé que j'avais déjà une famille. Vous, cette maison, cette routine que nous avons construite ensemble. Je me sens comblé ainsi. Mais ce n'est pas juste pour vous, Constance. Vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous aime, qui prend soin de vous, qui partage vraiment votre vie. Monsieur Robert, ne comprenez-vous pas ? » Constance s'assit sur la chaise à côté de lui, adoptant une proximité qu'elle se permettait rarement. « J'ai quelqu'un qui se soucie de moi. J'ai quelqu'un qui valorise mon travail, qui respecte mes sentiments, qui a pris soin de mon fils quand il en avait le plus besoin. J'ai une famille, même si ce n'est pas dans un format traditionnel. » Robert sentit un nœud dans sa gorge. Pendant des années, il avait cherché l'amour romantique au mauvais endroit, ignorant complètement l'amour familial sincère qui se trouvait juste à côté de lui.
Constance n'était pas là par obligation professionnelle. Elle était là parce qu'elle tenait vraiment à lui. Constance, vous savez que je ne vous vois jamais comme une simple employée, n'est-ce pas? Vous êtes bien plus importante dans ma vie que cela. Je le sais, monsieur Robert. Et vous savez aussi que je ne travaille pas ici uniquement pour le salaire. Si ce n'était que ça, j'aurais cherché d'autres emplois mieux payés ou qui exigent moins d'heures. Je reste ici parce que cet endroit est aussi mon foyer. Ils restèrent silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Robert digérait la différence entre la relation artificielle qu'il avait eue avec Isabelle et le lien sincère qu'il avait avec Constance. C'était une leçon douloureuse mais libératrice sur les différents types d'amour qui existent dans la vie. Constance, puis-je vous dire pourquoi j'ai payé le traitement de Michel? Si vous le souhaitez. Ce n'était pas seulement parce que vous êtes une bonne employée ou parce que j'avais de l'argent en trop. C'était parce que, pendant toutes ces années de travail ici, vous avez montré un type d'amour que je ne reconnaissais pas à l'époque. Vous preniez soin de moi les jours où je rentrais à la maison, anéanti par des problèmes à l'entreprise. Vous remarquiez quand j'étais soucieux, et vous prépariez ces desserts qui me rappelèrent mon enfance. Vous n'avez jamais jugé mes choix, même lorsqu'ils étaient discutables. Robert fit une pause, organisant ses pensées. Quand j'ai appris que Michel était malade, j'ai réalisé que vous affrontiez la plus grande peur de votre vie en silence, sans demander d'aide, sans utiliser la situation pour obtenir des avantages. À ce moment-là, j'ai compris que vous m'aimiez comme un membre de la famille, et les familles s'entraident. Monsieur Robert, Constance avait de nouveau les larmes aux yeux, et savez-vous quoi d'autre? Pendant toutes ces années, alors que je cherchais l'amour romantique auprès de femmes qui s'approchèrent de moi par intérêt, j'avais déjà le véritable amour dans ma vie. Un amour familial, basé sur le respect mutuel, l'affection sincère, le souci réel du bien-être de l'autre. Robert se leva et tendit la main à Constance. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Ils entrèrent dans la maison et Robert la conduisit à son bureau personnel. Il ouvrit un petit coffre-fort caché derrière quelques livres et en sortit plusieurs documents. Ce sont les papiers de la maison à Clichy-sous-Bois que j'ai achetés l'année dernière. Vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était un investissement? Je me souviens, oui. En fait, j'ai acheté cette maison en pensant à l'avenir de Michel, pour quand il sortira de l'université, quand il voudra se marier, quand il voudra son indépendance. La maison est à son nom, mais vous y habiterez tant que vous le voudrez, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Constance resta sans voix, tenant les documents avec des mains tremblantes. Et ceci est un fonds que j'ai créé pour son éducation. Assez pour payer n'importe quelle université qu'il choisira, n'importe quel cours de spécialisation, n'importe quel rêve académique qu'il aura. Monsieur Robert, je ne peux pas accepter ça. Si, vous le pouvez. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est ce que font les familles. Elles prennent soin les unes des autres. Elles s'assurent que les plus jeunes aient des opportunités pour se construire une vie meilleure. Robert s'assit dans le fauteuil du bureau et tira une chaise pour que Constance s'assoie à côté de lui. Constance, pendant toutes ces années, je cherchais l'amour au mauvais endroit. Je cherchais quelqu'un qui me verrait comme un homme à succès, qui m'admirerait pour mes réussites financières, qui voudrait partager mon statut social. Mais le véritable amour était là, tout ce temps. Comment ça, monsieur Robert? Le véritable amour, c'est quelqu'un qui s'inquiète quand vous rentrez tard du travail. C'est quelqu'un qui remarque quand vous êtes triste et prépare votre plat préféré sans que vous l'ayez demandé. C'est quelqu'un qui célèbre vos victoires sans jalouser votre succès. C'est quelqu'un qui reste à vos côtés dans les moments difficiles sans rien attendre en retour. Robert regarda directement dans les yeux de Constance. « Vous avez fait tout cela pour moi pendant 12 ans. Vous m'avez aimé comme un membre de la famille, avant même que je réalise que c'était ce dont j'avais besoin dans la vie. Je me suis toujours beaucoup soucié de vous, monsieur Robert, depuis le premier jour où je suis entré dans cette maison. Et je tiens beaucoup à vous aussi. C'est pourquoi je veux officialiser quelque chose qui existe déjà de fait depuis des années. » Robert ouvrit un autre document qui se trouvait sur la table. « Ceci est mon Nouveau Testament. Vous y êtes incluse comme bénéficiaire, aux côtés des œuvres de charité que je soutiens. Non pas que j'espère mourir bientôt, mais je veux m'assurer que vous soyez protégé financièrement pour le reste de votre vie. Monsieur Robert, vous n'avez pas besoin de faire ça. Si, j'en ai besoin.
Non par obligation, mais parce que c'est ce que font les familles. Elles prennent soin les unes des autres. Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre du bureau, contemplant la vue nocturne de Paris. La ville lui semblait différente maintenant, comme si elle avait acquis de nouvelles significations. « Constance, ce soir, j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même. Pendant des années, j'ai cru que le succès financier était insuffisant, que j'avais besoin de trouver une compagne pour me compléter. Mais la vérité, c'est que j'étais déjà complet. J'avais déjà une famille, j'avais déjà un amour sincère dans ma vie. Comment ça, monsieur Robert? Vous, Michel, même les employés de l'entreprise qui travaillent avec moi depuis des années et sont devenus de vrais amis, j'avais déjà un réseau de personnes qui tiennent vraiment à moi. Je n'avais pas besoin de chercher une validation romantique auprès de femmes qui ne me voyaient que comme une opportunité financière. » Robert se tourna vers Constance avec un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « Savez-vous quelle est l'ironie de tout ça? Isabelle avait raison sur un point. J'essayais d'acheter de l'affection. Non pas avec des cadeaux coûteux ou des voyages luxueux, mais avec l'illusion que des femmes intéressées pourraient se transformer en compagnes aimantes si j'étais assez généreux. Vous ne pouvez pas vous blâmer de vouloir être aimé. Je ne me blâme pas de vouloir être aimé, Constance. Je me blâme de ne pas avoir reconnu que j'étais déjà aimé. » Robert se rassit et prit les mains de Constance entre les siennes. « À partir d'aujourd'hui, je ne chercherai plus l'amour romantique comme un besoin désespéré. Si quelqu'un d'authentique apparaît dans ma vie, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave non plus. Parce que je vous ai, vous, j'ai Michel, j'ai de vrais amis. J'ai une famille choisie. » Constance sourit à travers ses larmes. « Nous avons toujours été une famille, monsieur Robert. Il vous a juste fallu un peu de temps pour le réaliser. » Ils parlèrent tard cette nuit-là, non pas d'argent ou d'obligations professionnelles, mais de rêves, de l'avenir de Michel, de projets de rénovation de la maison, de petites choses qui donnent un sens à la vie. Robert réalisa que c'étaient des conversations qu'il n'avait jamais eues avec Isabelle, des conversations sur la vraie vie, sur des sentiments sincères, sur des soucis et des joies partagées. Les jours suivants, Robert éprouva une sensation de légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La maison semblait plus accueillante sans la présence d'Isabelle, sans la tension constante de quelqu'un évaluant chaque objet pour sa valeur monétaire. Constance continuait ses routines habituelles, mais il y avait maintenant une intimité différente entre eux, l'intimité de personnes qui s'étaient enfin reconnues comme une famille. Michel, qui avait maintenant 15 ans, commença à venir à la maison les week-ends. Robert découvrit que le garçon était intelligent, drôle, et rêvait de faire des études d'ingénieur. Il proposa d'aider Michel en mathématiques et en physique et découvrit qu'enseigner à un jeune motivé était l'une des expériences les plus gratifiantes qu'il ait jamais vécues. « Monsieur Robert, » dit Michel un après-midi alors qu'ils étudiaient sur la table du salon, « ma mère m'a dit que c'est vous qui avez payé mon traitement quand j'étais malade. » Robert arrêta d'écrire et regarda le garçon, se préparant à une conversation difficile sur la gratitude et les obligations. « Michel, je veux vous remercier, mais je veux vous remercier correctement. Ce n'est pas seulement pour l'argent que vous avez dépensé. C'est parce que vous vous êtes soucié de moi. Ma mère disait toujours qu'elle travaillait pour un homme bon, mais je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait. Maintenant, je comprends. » Robert sentit une profonde émotion l'envahir. C'était différent de la gratitude professionnelle qu'il avait l'habitude de recevoir à l'entreprise. C'était la reconnaissance sincère de quelqu'un qui avait été touché par une action désintéressée. « Michel, tu n'as pas besoin de me remercier. Les familles s'entraident. » C'est exactement ça. Nous sommes une famille. 3 mois après le départ d'Isabelle, Robert travaillait dans son bureau quand il reçut un appel inattendu. C'était Maître Augustin Moreau. « Monsieur Robert Dubois, je suis Augustin Moreau, avocat. Je dois vous parler de mademoiselle Isabelle Chevalier. » Robert sentit son estomac se nouer, imaginant quel genre de procès ou de chantage allait suivre. Que veut-elle encore? « En fait, monsieur, elle a été arrêtée hier pour escroquerie. Elle a monté une arnaque similaire sur un autre entrepreneur ici à Paris, mais cette fois, la victime l'a découverte avant le mariage et a rassemblé suffisamment de preuves pour une action en justice. » Robert resta silencieux quelques secondes, digérant l'information. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi?
Je dois savoir si vous seriez intéressé à porter plainte également. Nous avons trouvé dans son appartement des documents et des photos vous concernant, des preuves qu'elle planifiait une arnaque similaire. Maître Moreau, je vous remercie de l'information, mais je ne suis pas intéressé par des poursuites. Isabelle est sortie de ma vie et je veux que cela reste ainsi. Vous êtes sûr? Vous pourriez récupérer tout l'argent qu'elle a pu obtenir pendant votre relation. Elle n'a obtenu aucun argent, et même si elle en avait obtenu, je ne veux plus. Rien à voir à faire avec elle dans ma vie. En raccrochant, Robert réalisa qu'il ne ressentait aucune colère envers Isabelle, aucun désir de vengeance, rien d'autre qu'une indifférence totale. Elle était devenue insignifiante dans sa vie, un épisode désagréable qui lui avait servi à apprendre des leçons importantes sur lui-même. Constance apparut à la porte du bureau avec son sourire discret habituel. « Monsieur Robert, Michel est arrivé. Il a apporté ses notes du premier semestre. » Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Excellente. Il a eu les meilleures notes de la classe en mathématiques et en physique. Robert sourit sincèrement. C'était le genre de nouvelle qui le rendait vraiment heureux, le genre de joie qui venait de voir quelqu'un qu'il aimait atteindre ses objectifs. Alors aujourd'hui, c'est jour de fête. Constance, que diriez-vous de préparer un dîner spécial pour Michel? Je m'en occupe déjà, les lasagnes qu'il adore. Robert regarda Constance et réalisa que sa vie était complète. Pas de la manière qu'il avait imaginé des années auparavant, quand il pensait avoir besoin d'une épouse pour être heureux. Elle était complète parce qu'il était entouré de personnes authentiques, de personnes qui se souciaient de lui et pour qui il se souciait vraiment. Ce soir-là, pendant le dîner, Robert observa Michel raconter avec enthousiasme ses projets de scolaire et Constance écoutait avec une fierté de mère sur le visage. Il réalisa que c'était la famille qu'il avait choisie et qu'il avait choisie en retour. Pas une famille basée sur le sang ou des contrats de mariage, mais une famille basée sur l'affection mutuelle, le respect, le souci sincère les uns des autres. Robert Dubois avait enfin découvert ce qu'était le véritable amour. Pas cet amour romantique idéalisé qu'il avait cherché pendant des années, mais l'amour qui se manifeste au quotidien dans les gestes simples, la présence constante, la loyauté qui n'a pas besoin d'être achetée ou négociée. C'était l'amour qui était sous ses yeux depuis plus d'une décennie, attendant patiemment d'être reconnu. Et c'est ainsi que Robert trouva la paix. Non pas à travers la validation d'une compagne qui l'admirerait pour ses réussites, mais à travers la reconnaissance qu'il avait déjà tout ce dont il avait besoin. Des personnes qui l'aimaient pour ce qu'il était, non pour ce qu'il possédait. Des personnes qui resteraient à ses côtés, non seulement dans les moments de succès, mais surtout dans les moments de vulnérabilité et de besoin. Quelques semaines plus tard, Robert organisait des documents dans son bureau quand il tomba sur une vieille photo d'Isabelle. Un instant, il regarda l'image de la femme qui avait failli détruire sa foi en l'humanité. Mais au lieu de ressentir de la douleur ou de la colère, il ne ressentit que de la gratitude. Gratitude d'avoir découvert à temps qui elle était vraiment. Gratitude d'avoir été forcé de réévaluer ses priorités dans la vie. Gratitude d'avoir enfin reconnu le véritable amour qui avait toujours été présent dans sa vie. Robert déchira calmement la photo et jeta les morceaux à la poubelle. Puis il se dirigea vers la cuisine, où Constance préparait le café de l'après-midi et Michel faisait ses devoirs sur la table. Sa famille, sa véritable famille. Constance, Michel, que diriez-vous de faire un voyage le week-end prochain? J'ai entendu parler d'une très belle auberge dans les Alpes. Ce serait merveilleux, monsieur Robert. Je peux emmener mon ami de l'école aussi. Bien sûr que tu peux, Michel. Plus on est de gens qu'on aime, mieux c'est. Robert s'assit à table avec eux, buvant du café et aidant Michel avec ses devoirs de mathématiques. Par la fenêtre de la cuisine, il voyait le soleil de l'après-midi dorer les immeubles de Paris. La ville était restée la même, mais il était une personne complètement différente. Il avait découvert que le véritable amour n'était pas quelque chose qui devait être conquis ou acheté. C'était quelque chose qui grandissait naturellement entre des personnes qui choisissaient de prendre soin les unes des autres. Et ainsi Robert Dubois, l'entrepreneur à succès qui avait bâti un empire en partant de rien, apprit la leçon la plus importante de sa vie. La vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à sa capacité à aimer et à être aimé de manière sincère. Et que parfois, les familles les plus vraies sont celles que nous choisissons, pas celles dans lesquelles nous naissons ou avec lesquelles nous nous marions. Chers auditeurs,
Nous espérons que l'histoire de Robert, Constance et de la découverte du véritable amour a profondément touché votre cœur. Si ce récit sur la loyauté, la famille choisie et la différence entre l'intérêt et l'amour sincère vous a ému, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Combien d'entre nous n'ont-ils pas déjà vécu l'expérience de chercher l'amour au mauvais endroit, en ignorant l'affection sincère qui existait déjà dans nos vies? L'histoire de Robert nous apprend que parfois, les personnes les plus importantes sont juste à côté de nous, démontrant leur amour par des gestes simples et quotidiens. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent les sentiments les plus profonds de l'âme humaine et nous font réfléchir à nos propres relations. Nous vous attendons au prochain épisode, où une nouvelle histoire touchera votre cœur et vous fera croire encore plus à la force des sentiments véritables.